En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, en plein cœur d'Angoulême, car aujourd'hui nous sommes sur la place New York, c'est de là que nous allons commencer notre émission. C'est toute une histoire, j'allais dire, et vogue la galère, et vogue la caravelle, et nous sommes avec Florent Gaillard, qui évidemment est notre historien préféré, et va nous emmener à la découverte de cet endroit. Et puis surtout, la première question qu'on pourrait lui poser, c'est pourquoi sommes-nous ici, à côté du théâtre d'Angoulême, en face de la statue de Sadi Carnot, avec le magnifique château des Valois derrière nous, sur une place qui s'appelle Place New York. Bonjour Florent. Bonjour Jean-Michel, très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette place New York. Effectivement, un peu surprenant de se retrouver au cœur de la vieille ville d'Angoulême sur une place qui porte ce nom d'une autre cité, d'un autre continent. Eh bien, figurez-vous que ces deux villes ont deux histoires communes. Et c'est peut-être ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Nous célébrons un anniversaire, 500 ans. 500 ans, un voyage, un navigateur, un roi et un nom. Et une dynastie. Et une dynastie, bien sûr. Qui a ses racines en Charente. Angoulême, Cognac. Bien, alors vous allez nous en dire un petit peu plus. Cette dynastie, c'est celle des Valois. Ce roi, c'est François Ier. Et puis alors le reste de l'histoire, vous allez nous la raconter parce que franchement, même quand j'étais enfant, qu'on était à l'école, on ne parlait jamais de ça. Alors cette dynastie des Valois, on la connaît bien sûr par l'intermédiaire de son roi François Ier, puisque vous savez qu'il a régné sur la France de 1515 à 1547. C'est le roi des grandes constructions, c'est le roi de l'art, c'est le roi aussi des lettres. François Ier est né à Cognac. Sa sœur Marguerite d'Angoulême, de Navarre, est née à Angoulême. Ce sont des personnages qui ont marqué leur siècle et dont on garde encore aujourd'hui un souvenir magnifique, puisqu'ils nous ont laissé des chefs-d'œuvre. Pensez à Fontainebleau, Chambord, le Louvre, et bien sûr d'autres lieux comme Blois, Amboise et d'autres merveilles. Mais si cette place porte le nom de New York, c'est quelque chose qui nous pousse un peu plus loin, puisque François Ier a non seulement rayonné en France, il a rayonné en Europe, mais aussi au-delà de l'Europe, au-delà des océans. Et aujourd'hui, et c'est l'anniversaire d'ailleurs, c'est l'occasion de vous parler d'un nom, François d'Angoulême. Donc François d'Angoulême, c'est François Ier, qui a donné son nom à un site qui aujourd'hui s'appelle New York. C'est pour la raison pour laquelle, eh bien, comme on le disait, quand New York s'appelait Angoulême, New York s'est appelé Angoulême, c'est même le premier nom qui lui a été donné pendant une centaine d'années. Tout ça à la suite d'un voyage, d'une découverte. Donc voilà, c'est un événement important. Et c'est pour cette raison que cette place s'appelle la place New York, puisque New York s'est appelé Angoulême en raison du nom du roi qui s'appelait François d'Angoulême. Bien, alors, d'abord, il faut savoir comment ça s'est passé l'histoire. François Ier dit, tiens, si on allait faire un tour de l'autre côté, là-bas, de l'océan, et tout d'un coup, quelqu'un découvre cet endroit c'est une baie et il n'y a rien d'autre. Alors, cette aventure nous plonge dans l'histoire des grandes découvertes. Vous savez, on est au XVIe siècle, fin du XVe, début du XVIe siècle. C'est l'époque où les Portugais, les Espagnols commencent à conquérir des espaces nouveaux, partent sur les océans, sur les mers. Et il se trouve qu'ils se partagent même le monde entre les Espagnols et les Portugais. Et que François Ier va vouloir exister dans cet univers qui est un peu fermé. D'ailleurs, il dira que lui, il est pour une mer ouverte et non pour une mer fermée. Et il demandera même quelle est la clause du testament d'Adam qui l'exclut de ce partage du monde. Donc François Ier va vouloir concurrencer ses amis espagnols et portugais à la recherche du fameux passage vers les Indes pour aller plus vite en évitant de contourner l'Amérique du Sud. Et donc, il va demander à un navigateur d'origine italienne, Giovanni da Verrazzano, francisé en Jean de Verrazzane, de chercher ce fameux passage, donc en remontant les côtes d'Amérique du Nord pour aller plus vite vers les Indes. Et c'est un voyage assez extraordinaire qui va être préparé, qui va commencer en 1523 et s'étendre jusqu'en 1524, donc il y a juste 5 siècles. Avril 1524, c'est ce grand voyage de Jean de Verrazzane qui va donc partir avec plusieurs bateaux à l'origine à la recherche de ce passage vers les Indes. C'est envoyé par le roi, c'est un voyage qui est cofinancé par le roi et puis un certain nombre de banques.
Alors, pour s'imaginer le voyage, on voit bien la préparation, tels nos grands navigateurs, skippers d'aujourd'hui, qui préparent longtemps et avec des sponsors leur voyage et leur course en mer. Là, c'est des bateaux quoi? Alors, bien avant l'Hermione, hein, parce on est des siècles avant. Comment peut-on s'imaginer ces bateaux et comment peut-on s'imaginer la préparation et l'entraînement? C'est un travail tout à fait considérable. Il y a un soutien royal, bien sûr, et c'est du Havre que les navires vont partir en juin 1523. 4 navires à l'origine. Malheureusement, au début, la direction est mauvaise. Ils vont monter vers le nord et plusieurs navires, au moins 2, vont s'enfouir dans les glaces. Donc la direction n'est pas bonne. Ils pensaient rejoindre justement l'Amérique en passant par le nord et ils vont se tromper. Et donc simplement 2 vont revenir vers la France. Et finalement, il n'y en a plus qu'un qui partira, mais seulement en janvier 1524. Donc en gros, il y a presque une année d'errance, on va dire, avec ces navires, en prenant la route du sud, la France, l'Espagne, Portugal, Madère. Et un seul bateau fera la traversée, la fameuse Dauphine, qui portait le nom du fils de François Ier, le dauphin, hein, futur roi, comme le veut la tradition. Et ce bateau, une caravelle, 50 marins à bord, et puis une direction, voilà, vers ce nouveau continent. 50 jours de mer, et l'arrivée à peu près en Caroline du Nord. Bien, alors on va aller voir la plaque, si vous le permettez, maintenant. Donc Florence, 50 jours de mer, 50 marins. C'est pas énorme pour un bateau. C'est pas énorme, mais c'est considérable quand même, parce que c'est une grande aventure de traverser l'Atlantique, de Madère jusqu'au Cap Fer, c'est à peu près aujourd'hui la Caroline du Nord. Et une fois arrivé sur place, la décision va être de remonter vers le nord, des côtes qui étaient inexplorées, puisque si le bateau s'était aventuré au sud, il serait tombé sur les Espagnols, qui étaient déjà en Floride. Donc il valait mieux remonter et essayer de trouver ce passage. Et dans son rapport, parce que si je vous raconte tout ça, c'est parce que Verrazzano, le navigateur, a pris soin d'écrire un rapport au roi, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce rapport est passionnant et il commente les côtes, fait des commentaires sur les côtes de la Caroline du Nord. Et on va avancer comme ça pendant quelques semaines jusqu'au 17 avril 1524. Et c'est là où, en découvrant un site qu'il trouve particulièrement beau, avec 2 petites collines, une espèce de grand bassin, et puis au milieu, une île. C'est ce lieu qu'il va trouver magnifique et qu'il va baptiser du nom de son roi, qui s'appelle, je le rappelle, Angoulême. Et c'est comme ça que le 17 avril 1524, il dira dans son rapport: « Nous baptisâmes ce lieu du nom que vous portâtes dans une fortune moindre. » Avant d'être roi de France, François Ier était comte d'Angoulême. Et ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement le roi donc va être baptisé ainsi dans ce lieu qui s'appelle New York aujourd'hui, mais la baie où est la Statue de la Liberté va porter le nom de Sainte Marguerite, en l'honneur de la sœur du roi, Marguerite d'Angoulême, Marguerite de Navarre. Et le Verrazzano dira qu'elle n'égale personne en vertu, tellement cette princesse a des qualités. Voilà, donc c'est toute la famille royale qui est inaugurée. Et un peu plus haut, Verrazzano va baptiser une petite île, qui s'appelle l'île Block Island aujourd'hui, l'île Louise, du nom de la mère, Louise de Savoie. Donc le roi, sa sœur, sa mère, en avril 1524, leur nom est fixé sur les cartes, sur les globes, et c'est quelque part les premiers noms qui ont été donnés à ces sites. Donc c'est un anniversaire assez extraordinaire, ça fait juste 500 ans que cette chose a été découverte. Bien, merci de cet éclairage, Florent. Je parlais de la plaque, on peut peut-être aller voir cette plaque, et puis l'histoire de cette plaque aussi, qui a été inaugurée il y a très peu de temps. Voilà, monsieur le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, a inauguré donc le 2 avril dernier cette plaque qui précise cette histoire, puisque nous sommes sur cette place New York, qui a été baptisée ainsi en 1956. Il était temps de, quelque part, marquer dans le marbre cette histoire. Une délibération de 1956 souhaitait cette plaque, et la municipalité actuelle donc, a souhaité à son tour que l'histoire soit fixée. Et on peut lire ensemble, en avril 1524... Je vous laisse lire. La caravelle La Dauphine, je vous en parlais il y a quelques minutes, envoyée par François Ier, dernier comte d'Angoulême. Mais oui, puisqu'après, il a transformé le comté en duché pour sa mère, Louise de Savoie, et roi de France de 1515 à 1547.
commandé par Antoine de Conflans, pas l'oublier, puisqu'il y avait un pilote à bord qui était bien sûr Jean de Verrazzano, mais il y avait aussi un grand navigateur, un capitaine qui s'appelait Antoine de Conflans, découvrit la baie de New York. Le nom de terre d'Angoulême fut donné au site où se dresse aujourd'hui la ville de New York. C'était un événement tout à fait extraordinaire, hein, puisque c'est le nom du roi de France, du comte d'Angoulême, qui est ainsi donné à un magnifique endroit. Et c'est vrai que quand on regarde les plus anciennes cartes de New York qui sont conservées, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit marqué Angoulême. Donc c'est toute une histoire absolument passionnante et dont on va célébrer à partir de ce mois jusqu'au mois de décembre, eh bien, l'anniversaire à travers des expositions. Il y en aura une aux archives à partir de la mi-avril, des conférences, des visites guidées, des travaux aussi avec les écoles de la ville, un concours d'affiches qui est en lien aussi avec les écoles de New York, avec le lycée français de New York, grâce à Damien Renon, qui est un professeur qui aujourd'hui est documentaliste à Anatole France, au collège Anatole France d'Angoulême. Donc il y a toute une série d'activités. Aussi, il y aura la diffusion du film auquel j'avais le plaisir de participer avec Marie-France Brière. Et c'est New York s'appelait Angoulême. Ce sera à l'Alpha, à la médiathèque d'agglomération au mois de novembre prochain. Et puis, bien sûr, beaucoup d'autres rendez-vous au conservatoire et dans d'autres lieux de la ville. Donc, c'est vraiment 9 mois de fêtes, de célébrations autour de cette découverte. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on la célèbre aujourd'hui, bien sûr, avec beaucoup de faste et de plaisir, mais on l'avait totalement oublié, cette histoire. Et il faut maintenant peut-être rappeler tout ce qui s'est passé, puisqu'on ne savait pas tout cela, on l'a appris simplement il y a une 60aine d'années. D'accord. Alors, on va y revenir. Moi, je voudrais, juste avant de revenir à cette histoire, parce que ça m'intrigue, je voudrais qu'on parle de cette plaque et puis aussi de ceux qui l'ont fabriquée et de la très belle sculpture. C'est pas de la dentelle, mais on voit sur les vagues cette caravelle et elle est très très bien stylisée avec les armes de France, les 3 fleurs de lys sur la grande voile. Ça a été fait par qui? Parce que ça aussi, c'est une histoire. Elle a été faite par l'entreprise de Mus qui travaille beaucoup pour les monuments historiques. Vous savez qu'Angoulême, on est bien sûr dans un site sauvegardé, un secteur sauvegardé, dans un cadre historique tout à fait remarquable. Là, nous sommes à l'emplacement d'un ancien rempart gallo-romain, donc un ensemble tout à fait intéressant. Et puis dans un site archéologique et historique assez remarquable, avec de très beaux immeubles. Vous disiez le théâtre en face, le château des comtes d'Angoulême juste derrière, de très beaux immeubles Art Nouveau. Donc l'architecte des bâtiments de France a souhaité quelque chose de sobre. Donc c'est une pierre de Saint-Même. Et comme vous le disiez, il y a ce magnifique navire, cette caravelle, voilà, la fameuse Dauphine qui a fait ce voyage incroyable, cette traversée à travers les océans, bien sûr. Alors, Verrazzano n'a pas découvert le passage vers les Indes, comme vous savez. Il est revenu un peu bredouille, puisqu'il avait découvert effectivement de très beaux endroits qu'il a baptisés du nom de la famille royale, mais il est rentré, voilà, il est rentré en juillet 1524 à Dieppe. Il était parti du Havre, il est rentré à Dieppe, un peu bredouille. Il a quand même écrit ce rapport à François Ier. Et ce qui était merveilleux, c'est que ce rapport précisait donc toutes ses découvertes, tout ce qu'il avait vu, puis la rencontre aussi avec les autochtones, qui s'est d'ailleurs plutôt bien passé pendant ce voyage. Il décrit donc les habitants avec en plumacés, vêtus de plumes d'oiseaux, qui viennent vers lui, engagent des signes, ils essaient d'échanger. Enfin, il raconte dans son rapport ce premier contact entre les habitants de cette côte qui n'avaient jamais rencontré d'Européens et lui-même. Et en plus, si vous voulez, il n'y a pas d'occupation. Voilà, c'est simplement une reconnaissance. On donne le nom de ces différents sites, des noms de la famille royale, mais il n'y a pas d'occupation, voilà, il n'y a pas de colonisation encore du site à ce moment-là. Verrazzano cherche un passage qu'il ne trouvera pas, et donc il rentre, il envoie son rapport au roi. Malheureusement, François Ier, à ce moment-là, se retrouve un petit peu occupé par d'autres actualités politiques internationales, puisqu'il va partir se battre contre Charles Quint, les troupes de Charles Quint en Italie. Il rentre en 1524, 1525, vous savez, c'est pas un bon moment pour François Ier. 1515, c'est Marignan, mais 1525, c'est Pavie. Voilà, donc c'est le roi de France prisonnier du roi d'Espagne. Et donc, cette histoire va être un peu oubliée et Verrazzano fera d'autres voyages. Malheureusement, il sera victime voilà, d'anthropophages, puisqu'il a été mangé un peu plus tard, en 1528, sur une plage des Caraïbes, alors qu'il avait débarqué sous les yeux de son équipage, et notamment de son frère qui a raconté l'événement. Donc Verrazzano, si vous voulez, Jean de Verrazzano, c'était un des grands
grands navigateurs, bien sûr, du XVIe siècle, mais beaucoup moins connu que Magellan, Vasco de Gama, Christophe Colomb, évidemment. Néanmoins, il a été un des grands marins et il a travaillé pour le roi de France. Et il faut bien sûr rappeler que ce souvenir a été totalement oublié et il a été, ce souvenir, réhabilité, ressuscité par un homme. Et si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est Jacques Habert. Jacques Habert était un historien, professeur au lycée français de New York. Il sortait de la France de la Seconde Guerre mondiale, où il était un jeune aviateur, un jeune résistant, et il était passionné par les grandes découvertes. Et quand il devient professeur au lycée français de New York, il se donne comme objectif de travailler justement sur les grandes découvertes. Et il apprend à ce moment-là qu'un document qui apparemment n'était pas connu d'avant, avait été acheté par un certain JP Morgan à New York, à la grande bibliothèque de JP Morgan à New York, et que ce document, acheté par JP Morgan, était en fait la copie du fameux rapport de François Ier qui avait disparu des archives nationales. Où était-il? On ne le savait pas. Mais Verrazzano avait pris soin de faire plusieurs copies. Alors on connaissait des copies, mais un peu inégales et peu détaillées. Et puis il se trouve que, vous voyez, dans les années 1940 seulement, ce cher Jacques Habert découvre ce document qui est accessible. Et sur ce document, sur cette copie, Verrazzano mentionne: nous baptisâmes ce lieu Angoulême, Marguerite, Louise de Savoie, etc. Donc il donne des détails extraordinaires. Et donc Jacques Habert va décider de présenter une thèse de doctorat à l'Université de Columbia à New York sur ce sujet qui était, je rappelle, totalement oublié. Vous savez que Verrazzano était passé à New York, il avait certainement il avait découvert le site, mais on pensait plutôt que c'était un corsaire, que c'était un Italien. On ne disait pas qu'il avait été envoyé par le roi de France. Or, Jacques Habert a prouvé que ce marin d'origine italienne, qui a vécu ensuite beaucoup en France, notamment à Lyon, puis à Dieppe et dans d'autres lieux, en fait, avait travaillé pour le roi de France. Et ça, c'était tout le travail de Jacques Habert, thèse que j'ai vue d'ailleurs à New York, qu'il a soutenue à Columbia en 1949, et une autre thèse qui soutiendra ensuite à la Sorbonne à Paris. Donc scientifiquement, il a prouvé un grand oubli de l'histoire, puisque vous vous rendez compte, 1524, en gros, jusqu'au début du XVIIe siècle, sur les cartes, les portulans, on voit marqué Angoulême, mais après, vous savez que les Hollandais vont arriver au début du XVIIe siècle, vont s'implanter sur place. Donc ça va devenir la nouvelle Amsterdam, et on va complètement oublier Angoulême. Et puis vous savez aussi qu'au XVIIIe siècle, on va donner le nom de York, la Nouvelle York, parce que les Anglais ont occupé les lieux avant la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Donc Angoulême a totalement disparu de l'histoire. Et donc c'est Jacques Habert qui va se battre toute sa vie, professeur au lycée français de New York, puis sénateur des Français d'Amérique, pour rétablir cette histoire. Et c'est lui qui va écrire donc au maire de New York pour lui annoncer: savez-vous que New York s'est appelé Angoulême? Et aussitôt en 1952, le maire d'Angoulême reçoit une lettre du maire de New York, Kim Pelletieri, lui disant: voilà, je suis le maire de la vieille Angoulême, vous êtes de la nouvelle Angoulême, pardon, et vous êtes le maire de la vieille Angoulême. Et le maire d'Angoulême, Roger Baudrin, reçoit cette lettre stupéfait. Plus personne ne savait que New York s'était appelé Angoulême. Et donc, à partir de ce moment-là, le maire d'Angoulême va partir à New York en 1952 par un voyage mémorable où il restera plus d'un mois aux États-Unis. Il est accueilli comme une star. Il amène de la terre d'Angoulême qui va mettre sous la statue de Verrazzano. Il peut participer à l'inauguration en 1952 à New York de la statue, aux côtés du maire de New York. Donc il y a toute une série d'événements qui, à partir du début des années 50, vont attacher Angoulême et New York. C'est pour ça que la municipalité d'Angoulême va décider en 1956 de baptiser cette place, qu'on a appelée la place de la Commune, les allées du parc, du nom de place New York, parce que New York était appelée Angoulême. Donc c'est une histoire merveilleuse et qui après a été un petit peu oubliée, et c'est vrai qu'il a été réhabilité depuis quelques années, notamment après Jacques Habert par Marie-France Brière, puisqu'elle a fait ce documentaire. Elle avait eu la chance de rencontrer Jacques Habert, qui lui a dit: mais oui, faites ce documentaire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'écriture, l'imprimerie pour diffuser mon savoir. Vous avez l'image et le son. Et donc, d'où l'explication du documentaire de Marie-France Brière qui a été diffusé sur TV5 Monde. Donc, c'est une histoire, vous voyez, qui a été réhabilitée, au fond, après la Seconde Guerre mondiale.
Alors moi, il faut que je vous réhabilite aussi. Alors il y a pas mal de bruit quand nous enregistrons ce mois d'avril 2024 sur cette place New York en face du théâtre où il y a cette plaque. Il faut parler de vous parce que c'est vous qui, dans le film documentaire de Marie-France Brière, êtes l'enquêteur qui va à la recherche des documents et qui nous fait vivre cette histoire d'Angoulême jusqu'à New York et retour à Angoulême. Oui, c'était une aventure passionnante. C'est Marie-France Brière qui était venue me voir aux archives en me demandant quels étaient les documents que nous conservions sur ce sujet, puisqu'elle s'était lancée dans ce projet formidable de réhabiliter cette mémoire. Eh bien, à la suite de ces échanges, eh bien, elle a choisi l'archiviste pour incarner le rôle du chercheur, de l'enquêteur. Et c'était avec un immense plaisir que j'ai travaillé avec Marie-France Brière, qui, je dois le dire, est une femme absolument passionnante et qui m'a dirigé. Je me suis abandonné un petit peu, voilà, à sa direction, et ça a été une superbe aventure. Voilà. Ouais, alors après, c'est une grande professionnelle et puis vous êtes un excellent conteur. Alors les deux réunis, ça ne peut donner qu'un bon documentaire que j'ai vu d'ailleurs lors d'un festival du film francophone il y a 2 ans, je crois. En 2019 déjà. Voilà. Et puis, c'est passé ensuite sur TV5 Monde et sur Arte, je crois. Oui, sur plusieurs chaînes, notamment oui, en France, à l'étranger aussi, voilà, pour faire connaître cette histoire que les Français, enfin, les Angoumoisins connaissaient un petit peu, mais pas trop. Le film a beaucoup contribué à ressusciter l'histoire, mais aussi les Français et bien plus largement les Américains. Alors, j'allais dire, Verrazzano, il part. Il a une mission, c'est de trouver un passage qui est financé par Sa Majesté le roi de France. En fait, il va là-bas, il trouve rien, il voit un beau paysage, et puis, j'allais dire, il n'a fait que passer. Mais il a quand même inscrit une empreinte au milieu des autochtones emplumés, et qui sait bien que tout était noté, sinon ce serait passé complètement à la trappe. C'est vrai que son rapport au roi, et heureusement qu'il a pris le soin, et c'est pour ça qu'en matière d'archives, c'est très utile, il a pris le soin d'écrire plusieurs rapports, plusieurs copies en fait. Et ces copies, eh bien, elles sont promenées au fur et à mesure de l'histoire. Certaines étaient plus ou moins complètes, et il faut heureusement retrouver celle de JP Morgan qui est à New York. C'est amusant parce que c'est à New York que se trouvait le document le plus intéressant, pour que Jacques Habert plonge cette copie et s'aperçoive de cette histoire totalement oubliée, puisque ce document, au moins le document original, lui avait disparu des archives de France, n'était pas connu. Donc tout le travail de Jacques Habert a été de s'enfouir un peu dans ces archives américaines et de retrouver, comme par hasard à New York, c'est quand même un clin d'œil extraordinaire, que cette histoire qui met Angoulême et New York sur le même plan quelque part, se retrouve dans cette grande ville de New York, dans les archives donc, de JP Morgan. Alors, moi, on est vraiment ravis que vous nous racontiez cette histoire. En plus, on a un temps absolument magnifique aujourd'hui. Et là, on arrive à côté du château des Valois, refait au 19e, mais dont il reste, et il suffit de regarder une émission que nous avions fait il y a 2 ans également, notre émission sur l'hôtel de ville, pour voir que nous approchons bientôt de cette tour ronde qui reste de l'ancien château des Valois. Et puis, dans ce prolongement des allées New York, il y a un très joli jardin qui jouxte et qui est derrière cet hôtel de ville et qui lui aussi porte le nom d'un célèbre Américain. Oui, c'est une histoire assez extraordinaire. Je trouve toutes ces confrontations que nous avons là. Nous sommes sur la place New York, le souvenir de François d'Angoulême, on l'a dit. Ici, nous avons la tour ronde des Valois qu'on peut regarder ici, qui est un bel élément du XVe siècle, dans laquelle est née Marguerite d'Angoulême, dont le nom a été donné à la baie de New York, je vous le disais tout à l'heure, où est aujourd'hui la statue de la liberté. C'est quand même extraordinaire de voir ces confrontations historiques. Françaises en plus, un don un peu plus tardif. Je crois que c'était en 1886. Voilà, et donc là, on se retrouve effectivement dans un très beau jardin qui ceinture le château donc, des comtes d'Angoulême, où la famille donc, de François Ier vivait. Et il se trouve que ce jardin a aussi une histoire assez extraordinaire. Ce jardin a abrité très longtemps des bâtiments, des fortifications. Il faut imaginer que le château d'Angoulême était déjà un lieu fortifié, entouré par un certain nombre de murailles. Mais dans la foulée, je dirais, du fait qu'on ait baptisé les allées de New York, vous savez que le président Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, est mort, assassiné à Dallas en 1963.
On n'a pas oublié la date, le 22 novembre 1963. Eh bien, à la suite de la disparition de ce président, c'est un événement qui a choqué l'humanité entière, bien sûr. Eh bien, le maire d'Angoulême, à l'époque, il n'était plus Roger Baudrin, mais Henri Thébault, a décidé que ces jardins de l'hôtel de ville, qui avaient porté un temps le nom de Marguerite d'Angoulême, Marguerite de Valois, portent celui du président Kennedy. C'est une histoire qui est un peu oubliée. Et je trouve que c'est un joli prolongement dans la lignée, vous voyez ici, des allées de New York, eh bien, de trouver ici le président Kennedy. Donc ces jardins portent le nom officiel de Square John Fitzgerald Kennedy depuis 1964. Et alors il y avait eu, on a retrouvé la trace aux archives, une très belle cérémonie ici qui avait eu lieu en présence de plusieurs représentants des États-Unis d'Amérique qui étaient venus ici à Angoulême, bien sûr, commémorer le souvenir du président américain et également, bien sûr, de ce lien très ancien entre Angoulême et les États-Unis, puisqu'au fond, si on réfléchit, ce lien qui attache François Ier et New York, Angoulême et New York, c'est au fond le plus ancien lien qui existe entre notre pays et ceux qui sont aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, puisque là, on est en 1524, vous vous rendez compte? Et donc, on dit souvent Lafayette, nous voilà, mais là, on remonte à la guerre d'indépendance, donc c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Mais là, vous êtes au XVIe siècle, et on peut regarder justement la plaque qui vient d'être restaurée dans le sillage de celle, vous voyez ici, de Verrazzano, qui nous rappelle, vous voyez, jardin John Fitzgerald Kennedy, président des États-Unis d'Amérique, avec ses dates de naissance et de décès, 1917-1963, anciennement Square Marguerite de Valois. Donc vous voyez, là encore, associé eh bien, notre dynastie des Valois-Angoulême, et puis les États-Unis d'Amérique, donc dans cette magnifique perspective qui nous ouvre sur les horizons de Charente et sous ce beau ciel. Voilà, c'est un beau clin d'œil. Et moi, je vous dis merci de nous avoir ouvert cet horizon-là. Et il y en aura bien d'autres, je l'espère, avec vous, cher Florent Gaillard. Eh bien, c'est sur ces images et sur ce son à côté de la plaque des jardins John Fitzgerald Kennedy que nous allons nous quitter pour cette émission d'aujourd'hui d'En Direct de Chez Vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de Chez Vous.